J'ai le plaisir de vous associer à cette deuxième table ronde pour laquelle je ne prendrai pas la parole, si ce n'est que pour la distribuer. Et je suis accompagnée donc, de trois intervenants, une intervenante, deux intervenants. Dans la thématique qui nous intéresse, c'est passer de la raison d'être à la raison d'agir et le rôle des actifs immatériels là-dedans, si je fais très court. Donc on va moins parler en sigle, j'espère, on va moins parler en sigle, voilà. À part qu'on pourrait dire le rôle de la RE et passer à la RA, voilà, mais c'est quasiment un questionnement d'ailleurs métaphysique, philosophique, et on va essayer de tenir dans le temps imparti. Et donc vous connaissez tous ce qu'est la raison d'être, et je plante le décor. Il se trouve que sur les trois entreprises qui sont autour de moi, il y en a une qui est entreprise à mission, qui est Harmonie Mutuelle, avec Virginie Malnois. Il y en a une qui est entreprise à raison d'être, voilà, Damien Dumas. Il y en a une qui est championne du monde parce que Fabrice Bonifay y travaille depuis longtemps. On a un peu de tout, nous. Mais vous êtes un petit peu de tout. Vous n'êtes pas franchement mission, pas franchement raison d'être. Non, on est familial, nous. Voilà, on est familial. Donc, voilà. Donc ça donne une diversité dans le panel. Et je vous propose donc d'ouvrir la séance en me tournant vers Virginie. Et donc la question, donc en 3 points, alors je dirais en 3 points parce que j'ai eu des consignes extrêmement strictes, mais ça peut être 2 ou 4. Le travail sur cette raison d'être qui vous a amené jusqu'à devenir une entreprise à mission, c'est-à-dire cette raison d'être est inscrite dans vos statuts, adossée à des objectifs. Ça a été le fruit d'une réflexion qui était déjà bien installée avant même la loi Pacte. Mais maintenant, comment vous rentrez dans le dur? Parce que de raison d'être à raison d'agir, on est dans l'intention, et comment est-ce qu'on caractérise l'intention et comment elle devient tangible? Bonjour à tous, merci pour la question qui effectivement est un véritable sujet. Alors, on est devenu entreprise à mission lors de l'Assemblée générale de 2021. Donc voilà, ça fait déjà un peu plus d'1 an. Et pourtant, notre modèle de mission, il n'est toujours pas complètement finalisé, puisque de passer de la raison d'être à la raison d'agir ou de faire, c'est pas si simple que ça. Et alors, qu'est-ce qui est dans le dur? Je pourrais prendre par exemple peut-être un exemple très concret. Notre raison d'être, c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. Donc, dans cette raison d'être, on voit que déjà, on a un peu basculé pour dire qu'il faut qu'on agisse sur les différents déterminants de santé qui sont en amont et qu'on doit le faire de façon collective. Donc, déjà, le faire de façon collective, ça veut dire que donc, on a mis dans nos objectifs qu'on doit co-construire toutes nos offres. Bien, co-construire toutes les offres, ce n'est pas forcément toujours le cas chez nous, parce qu'on a aussi beaucoup de collègues qui sont là pour ça. Et donc ça nous a obligés à modifier un peu notre gouvernance, notre façon d'appréhender les choses de 2 façons. D'abord, on a créé un observatoire des adhérents, dans lequel on a effectivement un certain nombre d'adhérents à qui on vient proposer, avec qui on échange pour savoir quel type d'offres ils veulent, etc. Harmonie entreprise, puisqu'on travaille beaucoup pour les entreprises. On a un peu plus de 60 000 entreprises qu'on accompagne, donc il faut qu'on ait des offres et des services pour les entreprises, pour construire avec elles ce qu'elles veulent. Et puis on a mis en place un comité des expérimentations, et il a fallu quand même un peu plus d'1 an pour le mettre en œuvre, pour se mettre d'accord sur ce qu'on irait faire dans le comité des expérimentations, que ça ne vienne pas marcher sur les plates-bandes de l'un, de l'autre, etc., mais que ce soit bien du travail collectif. Donc rien que pour répondre à cette dimension-là, ça nous oblige, parce qu'on est en pleine période d'audit, là, et ils viennent vérifier ça. Ils viennent vérifier que ce qu'on a dit, on le fait bien, quoi. Donc forcément, on est obligé de passer à agir. On est contraint. Et donc voilà, ça c'est une première partie. Puis, je vous ai dit aussi, on doit agir en fait sur les déterminants de santé. Donc, deuxième exemple, et c'est d'ailleurs l'auditeur nous l'a demandé, heureusement qu'on y avait travaillé un peu avant. Il nous dit, alors montrez-nous comment vos offres répondent à tous ces facteurs de santé. Alors déjà, c'est quoi les facteurs de santé? Alors on a été chercher heureusement une définition qui existait et qui était externe, parce que si c'est Harmonie qui commence à décider de ce que sont les facteurs de santé, ça va être facile d'agir dessus, puisqu'on va décider sur quoi on veut agir. Donc il faut quand même qu'on prenne des normes externes. Donc voilà, on a pris une norme externe, et puis après ça, on a mis toutes nos offres en face. Alors je ne vous cache pas que tous les déterminants de santé très environnementaux, on agit en interne, parce que ça y est, on a fait notre stratégie climat, etc. Mais on n'avait pas encore beaucoup d'offres vis-à-vis de l'externe.
Voilà. Mais on avait quand même, heureusement, commencé à en construire quelques-unes. Donc on a mis des croix pour dire, voilà, ça agit. Puis l'auditeur, là, il nous dit, c'est sympa, vous mettez des croix, c'est très bien, mais c'est quoi l'impact? Alors tout à l'heure, je vous ai entendu sur tout ce qu'il fallait calculer, etc. et tout. Mais quand il faut calculer l'impact d'une offre pour faire du sport en entreprise qui a un impact sur la santé des personnes, c'est quoi le niveau d'impact? Alors, il faut déjà savoir combien de personnes on touche, ça c'est sûr. Et puis individuellement, quand on touche une personne, on dit c'est quoi l'impact? Et pour dire l'impact, ça veut dire quoi être en bonne santé? Est-ce que c'est juste le fait que les gens disent qu'ils sont en bonne santé, ou est-ce qu'il y a des métriques officielles? Sur ces sujets-là, il n'y a pas des tonnes de métriques, ou plutôt il y en a des tonnes, mais qui sont toutes plus floues les unes que les autres. Et donc il faut qu'on arrive à définir la façon dont on va le calculer. Voilà, donc ça, c'est déjà passer de la raison d'être à la raison d'agir, et puis je pourrais prendre plein d'autres exemples. Alors je reste encore avec vous, Virginie, parce qu'effectivement, quand on est entreprise à mission, on est statutairement obligé d'agir. C'est-à-dire que la mission, c'est une plage de liberté. C'est une plage de liberté dans laquelle l'entreprise va définir en quoi elle est utile, voilà, quelle place elle veut prendre dans la marche du monde. Mais de toutes les façons, elle va s'inscrire dans un cadre réglementaire qui va l'obliger à de la transparence, à mettre en place un double contrôle avec un comité mission et avec un OTI, avec un audit. Donc la raison d'agir, on sent qu'elle est embarquée avec le statut. Et la question que je voudrais vous poser, c'est que dans l'agir, on peut agir dans des modes, c'est l'intentionnalité et l'ambition qui comptent. Et comme vous l'avez dit, l'impact que l'on veut avoir. Avec Harmonie Mutuelle, vous direz que la raison d'agir, elle est avec une volonté forte d'agir sur quel point en particulier? Si vous deviez vous concentrer sur des sujets, voilà, enfin, on peut aussi partir d'actifs immatériels, mais si là vous avez envie de laisser une trace, vous diriez que c'est sur quel sujet en particulier? Alors, en fait, quand on a... Ça marche. Ça ne marche pas, je peux piquer le tien. Si, ça y est. Si, il remarche, pardon. Donc, je pense que pour nous, l'actif immatériel qui est très important, c'est le capital humain. Ça tourne pas mal autour de ça, parce qu'on accompagne beaucoup d'entreprises, et on a donc un de nos objectifs qui est complètement focusé là-dessus, c'est d'accompagner en fait les entreprises à prendre soin de leurs salariés dans cet accompagnement qui a un impact sociétal, puisque, juste en aparté, la durée de vie en bonne santé en France, elle a diminué, hein, et elle est 10 points en dessous de la Suède, par exemple, alors que la durée de vie totale n'a pas diminué. Avec le vieillissement de la population, je vous laisse juste imaginer ce que ça va nous coûter en dépendance. Voilà, donc, de toute façon, il faut qu'on agisse sur ces sujets-là. Et donc, on pense que la responsabilité de l'entreprise dans cette dimension-là est énorme. Et donc, nous, si je disais qu'il n'y avait qu'un seul point sur lequel on voulait travailler, ce serait vraiment celui-là. Merci beaucoup. Voilà. Et dans notre comité de mission, du coup, on a voulu avoir cette représentativité, c'est-à-dire on a été chercher des personnes qui sont issus du conseil d'administration, puisque en mutualité, on a une gouvernance particulière, donc ce sont des représentants des adhérents. Voilà, donc on a deux dans le comité de mission. On a un représentant des salariés, et on a été chercher des personnes extérieures. Une personne qui a un profil plutôt formation, qui est directrice générale de Simplon, donc plutôt, vous voyez, une formation avec une dimension aussi sociale. Donc une responsabilité sociale, quelqu'un qui vient du monde académique et qui travaille sur justement comment on évalue l'impact de ce que l'on fait sur le bien-être et la santé, donc ça nous plaît assez, et puis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les sujets de gouvernance sociale et puis sur le sujet environnemental. Voilà. Très bien. Alors, Harmonie Mutuelle, donc on voit bien que vous êtes un peu tombé dans la marmite, on va dire, du bien commun. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la raison d'être, vous êtes, parce que je vois beaucoup d'entreprises qui disent, mais nous, on est dans le domaine de l'éducation, de la santé, enfin, on est du bon côté de la barrière, mais c'est pas aussi simple. C'est pas parce que vous êtes du bon côté de la barrière que vous allez agir en conséquence. Est-ce que vous êtes dans un secteur qui est propice, qui rencontre complètement un ODD ou quelque chose? Ah, j'ai fait un acronyme, Objectif de développement. Et OTI, tout à l'heure. Et OTI, ouais. Donc on va poursuivre avec Damien, qui se trouve qu'il lui aussi est du bon côté. Alors, je ne veux pas dire que tu l'es du mauvais. Hein, je ne me vois pas arriver, mais c'est pas du tout ça. Non, mais je veux dire par là que alors là, entreprise à raison d'être, mais pas entreprise à mission. Donc peut-être aussi nous expliquer pourquoi. Et comment vous aussi, parce que finalement vous êtes au service, c'est un groupe paritaire, hein, vous êtes au service de tout ce qui est associé à la retraite, ou tout ce qu'on appelle les avantages sociaux, etc.
Ben, comment vous vivez ça? Comment vous agissez? Et pareil, même question, qu'est-ce qui serait essentiel si vous deviez vraiment vous focaliser sur un actif particulier? Alors peut-être en deux mots, je crois que malheureusement dans la pièce, il y en a qui n'ont pas la chance d'être lyonnais. Donc le groupe Apicil, c'est effectivement un groupe de protection sociale, mais qui est très connu, surtout à Lyon, un peu moins à Paris. Donc, comme vous l'exprimiez, on fait la retraite complémentaire obligatoire régime Cher-Carco, une institution de prévoyance, des mutuelles, des compagnies d'assurance dans le domaine de l'assurance vie notamment. Donc on a été créé, on est paritaire, en gestion paritaire. On a été créé par une entente entre le patronat et les syndicats lyonnais pour mettre en place, institutionnaliser, opérer des systèmes de solidarité qui existaient déjà parfois dans les entreprises. L'ouvrier qui tombe malade, qui ne peut plus travailler ou qui meurt, finalement c'était des caisses de solidarité qui aidaient ces personnes-là. Et Apicil a été créé pour gérer ça et le rendre pérenne. Donc dès l'origine, cet objectif sociétal existait. Pour autant, voilà, donc avec beaucoup d'actions sociales, pas d'actionnaires à rémunérer, mais des fonds qui consacrés à de l'action sociale. Pour autant, au moment de la loi Pacte, on s'est quand même posé la question de dire, finalement, toutes les entreprises sont interpellées, invitées à aller chercher, au travers de leur raison d'être, ce qu'elles souhaitaient apporter à la société. Et d'ailleurs, votre raison d'être, et puis je vous réinterroger Virginie sur votre raison d'être aussi, à savoir si elles sont proches ou pas. Normalement, vous n'êtes pas dans la même équipe. Alors, je vais exprimer notre raison d'être, qui est effectivement par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Donc, est-ce que vous pouvez la redire déjà à haute voix, mais c'est donc par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Donc c'est sans doute moins détaillé que ce que les ambitions portées par la raison d'être d'harmonie. Donc on a fait un travail complémentaire qui allait décliner ça sur quel domaine un peu plus précisément on veut servir. Et en fait ce travail moi j'aime bien appeler ça une révélation de la raison d'être, parce qu'en fait quand on travaille dessus, on regarde l'histoire, l'histoire, la culture de l'entreprise, pourquoi elle a été créée, mais on regarde aussi ce vers quoi on veut se projeter. Et donc ce travail a permis, et je pense que c'est le premier rapport essentiel, de clarifier finalement vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos administrateurs, vis-à-vis de nos clients, ce rôle spécifique de ce que nous voulions apporter à la société. Tu vas revenir. Okay. Il n'y en a pas besoin? Sinon je parle, ok. Je vais parler sans. Tenez, je vous prête le mien. Et donc... C'est un privilège. Allô? On va l'éteindre. On va tous les éteindre. Voilà. Donc quel rôle... Ça va mieux? Non, en tout cas, c'est enregistré, donc il y a une vidéo. Prenez le micro, mais en gardant à 10 cm de... Allez. Celui-là, je l'éteins. D'accord. Donc, quel rôle spécifique on souhaitait jouer, et donc ça nous a permis d'aller identifier finalement le soutenir toutes les vies, toute la vie. C'est ne laisser personne de côté, et donc on s'est fixé comme priorité sociétale de travailler sur l'inclusion de la diversité. Voilà, donc ça nous a permis finalement de fixer notre axe RSE, mais alors là je vais plus à cette responsabilité sociétale, moins haut que la raison d'être, mais concrètement ça nous a permis de donner du sens et de la clarté, de la visibilité pour l'ensemble des collaborateurs, des clients et de nos administrateurs. Alors, dans l'action, concrètement, un peu comme l'a partagé Virginie, il y a eu un avant, un après dans les actions que vous avez menées? Oui, on a interpellé par nos collaborateurs en premier, c'est les premiers qui posent des questions sur la raison d'être. Tu me racontes ça. Alors, par une relation proche et attentionnée, est-ce que toi, en tant qu'employeur, tu as une relation proche et attentionnée? Bon, il se trouve que dans le monde paritaire, on a une politique sociale qui est quand même assez nettement au-dessus de ce qu'on peut trouver dans d'autres entreprises. Donc là-dessus, les interpellations ont été faciles à prendre en compte. Mais en fait, l'interpellation suivante, ça a été de dire, ouais, mais dans la manière dont on traite nos clients, est-ce que vraiment on est aussi proche et attentionné que ça? Et donc, les premières actions qu'on a déclinées, c'est de travailler avec les collaborateurs pour amplifier la culture client et l'amplifier dans toutes les dimensions de l'entreprise. C'est-à-dire, y compris les services pilotage, support, nos comptables,
nos directeurs des risques, de prendre cette conscience du besoin de proximité avec les clients. Et deuxième mot, attentionner. Et c'est quoi l'attention? Comment on peut prouver l'attention à nos clients? C'est très immatériel, mais en même temps, il faut le rendre tangible. Et donc, pour nous, l'attention, quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui va venir vers moi avant même que j'aille le voir en lui disant j'ai un besoin. C'est celui qui saura prévenir ce besoin. Et c'est l'écoute et c'est la proactivité. En fait, on fait travailler chacun des métiers sur l'ensemble des processus, des interactions, des interrelations qu'on a avec nos clients pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme processus de proactif, c'est-à-dire ne pas attendre son besoin pour finalement proposer quelque chose. Et c'est un travail de réflexion qu'on partage avec des groupes de collaborateurs pour, dans chacun de nos métiers, chacun des processus, réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour s'améliorer sur notre manière d'incarner la raison d'être. Et si je vous, avant de passer la parole à Fabrice, si je reviens encore une fois, est-ce que vous avez mis en place des éléments concrets? Est-ce que vous avez des formations? Est-ce que vous avez changé vos offres? Ou alors en fait, vous faites toujours bien ce que vous avez toujours fait et que la raison d'être vient juste clarifier? Mais vous n'avez pas mis en tension spécifiquement, parce que attentionné, vous l'étiez peut-être déjà. Alors, on l'était déjà, mais la mise en tension, elle est que là, vraiment, on fait travailler tout le monde sur comment on peut aller plus loin sur cette proactivité. On est réactif. Proactif, c'est encore quelque chose. Et si, pour répondre à l'autre question qui était de dire s'il y a une priorité, une chose que je retiens, je pense que c'est cette clarification sur la diversité, l'intégration, l'inclusion de la diversité. Alors, on a un projet un peu phare qui est un projet de partenariat avec un navigateur qui s'appelle Damien Seguin, qui a une main en moins et qui a fait le dernier Vendée Globe, qui est un navigateur qui court avec les valides. Il a fini 7e du dernier Vendée Globe et finalement on veut porter ce message dans ce partenariat sur la différence n'empêche pas la performance, loin de là, ça permet d'apporter des idées, et lui typiquement il en a plein, des idées de contournement pour faire autrement et être tout aussi performant. Et ce projet, il n'emmène pas simplement une image, on a beaucoup d'associations dans le monde du handicap qu'on supporte, qu'on accompagne, et ce projet, quand on est au départ de la route du Rhum, par exemple, comme j'y étais il y a 3 semaines, on était peut-être ensemble, on était 2 millions. Alors donc, il y avait les associations qu'on supporte étaient là, discuter et se présenter en même temps qu'on présentait le projet. Donc on essaye d'unifier ces choses, et s'il y a un sujet sur lequel on veut vraiment porter un message, plus qu'un message, inciter les entreprises à se saisir de ce sujet-là. Donc au-delà des relations commerciales qu'on peut avoir avec elles, on se donne pour rôle de challenger les entreprises pour qu'elles prennent mieux en considération cette dimension. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que dans votre signature de mail, il y avait donc cette image du bateau, et je suis allée voir. Du coup, je suis allée voir, et comme je vous raconterai dans une autre vie, je suis la marraine d'un bateau aussi. Oui, je fais des choses intéressantes. Fabrice, alors, entreprise familiale, mais c'est quand même un peu court de dire ça de Bouygues. Est-ce que, donc, dans tout ce que tu as encapsulé, à la fois sur la RSE, comment tu as fait progresser certains métiers de ce groupe qui est quand même protéiforme, compte tenu de tes convictions qui sont personnelles, enfin aussi, le moins qu'on puisse dire, tu es quand même l'auteur d'un livre, L'entreprise contributive, qui va bien au-delà de ce qui, à mon avis, est mis en œuvre chez Bouygues, et c'est normal. Est-ce que tu pourrais, toi, avoir une réponse un peu en double fond? Parler aussi de Bouygues, parce que c'est extrêmement important, parce que c'est une entreprise qui a quand même une empreinte très forte dans l'économie française et dans la vie même quotidienne. Et est-ce que tu pourrais aussi après dézoomer sur raison d'être, raison d'agir, pour pas que la raison d'être et la mission d'une façon générale passent aux oubliettes ou soient escamotées comme a failli l'être, j'allais dire, la RSE. Voilà. Ouais, parce que le purpose washing, ça existe ça aussi. Ça existe fort. Et c'est parce que aujourd'hui, la crédibilité, c'est ce qu'il y a de le plus important. Parce qu'on a bien vu les ravages de ceux qui ont menti, en fait, sur la RSE. Parce que c'est vrai, quand on prend objectivement en compte ce qu'il va falloir changer pour véritablement prendre en compte les limites planétaires,
et les besoins humains fondamentaux, parce qu'il faut les mettre au même niveau, c'est pas simplement en améliorant ce qu'on a toujours fait qu'on va y arriver, quoi. C'est vraiment des mesures radicales qu'il va falloir mettre en place. Et moi, ce que je conteste en tant que président du C3D et aussi en tant que directeur développement durable du groupe Bouygues, c'est que j'ai vu beaucoup d'entreprises qui finalement, avec toutes ces histoires de raison d'être et de développement durable en général, ont quand même largement repeint en vert la même histoire. Voilà. Oui, c'est... Ouais. Et qu'est-ce qui a véritablement changé dans leur façon de faire, parce que c'est l'objectif de la table ronde aujourd'hui, en fait pas grand-chose, quoi, hein. En tout cas, ce qui a changé, c'est pas à l'échelle de ce qu'il faudrait changer pour répondre simplement à l'appel des scientifiques qui nous demandent de nous resynchroniser aux limites planétaires. Alors pour moi, la crédibilité, et c'est ce que j'essaye de faire chez moi, aujourd'hui, c'est de leur dire, bon, si on dit qu'on fait des bâtiments et que c'est bien pour l'inclusion, que c'est bien pour les gens, tout le monde va rigoler, ça fait 70 ans qu'on fait ça. Si on dit qu'on fait des routes comme ça, c'est bien pour que les gens ils pourront aller d'un point A à un point B parce que c'est bien pour que les gens se rencontrent. Oui, ça fait 150 ans qu'on fait ça. Si je leur dis que c'est bien d'utiliser un smartphone parce que ça permet d'appeler la grand-mère, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Et puis que TF1, ça y est, au moins ils regardent le match de foot en même temps et c'est bien pour le plaisir familial. Et on a changé quoi ? Rien, absolument rien. Donc, on prend le problème à l'envers. Pour moi, la crédibilité des boîtes, quand elles vont s'y mettre, parce que je considère qu'il n'y en a pratiquement aucune qui s'y est vraiment mis, hein, c'est à quoi surtout je vais renoncer. Oui. Voilà. C'est qu'est-ce que je peux continuer de faire autrement et qu'est-ce que je peux plus faire, parce que c'est clairement pas compatible avec les limites. Et c'est là que les choses commencent véritablement à grincer un peu. Oui. C'est de qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas. Absolument. Voilà. C'est vertigineux, hein. Ah ouais. Et là, il y a plein de trucs qui iraient mieux, en fait, en réalité, hein. La qualité de l'air, le climat, la biodiversité, le bien-être même des gens, parce qu'en fait, les mecs, ils passent leur temps à bosser, comme disent Trust, hein, pour se payer leur pierre tombale. Oui. Et souvent, la plupart des gens qui meurent aussi sont souvent les plus riches du cimetière, hein, il faut le savoir. Et que finalement... pas la plupart, mais pas beaucoup. Ce que tu veux dire. Ouais, beaucoup. J'en connais plein, moi. Et donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, l'objectif de la vie, c'est d'être heureux. Donc, bingo, quand on fait la liste de tout ce qui rend heureux, c'est immatériel. Ça tombe bien, hein. C'est les câlins, c'est le temps avec ses amis, c'est faire du sport, c'est découvrir, c'est se synchroniser aux audiences, c'est tout ce qui n'est pas commercial, comme disait Alain Souchon, hein. Et ça, dans l'entreprise, oulala, non, c'est travailler plus pour gagner plus, c'est la performance, il faut faire plus du chiffre d'affaires, plus de KPI, plus de marge, etc. Et c'est tout ce qui n'est pas immatériel d'ailleurs. Donc au lieu de faire semblant, parce que moi je passais l'âge de dire ce que je pensais pas, hein, je suis Bouygues ou ailleurs d'ailleurs. Et je me dis, bon, il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir comment on veut être perçu demain par rapport à ce qu'on doit arrêter. Et on discute de ça actuellement. C'est trop drôle. Hein, parce que bien sûr, très drôle. Arrêter, mais qu'est-ce qu'on fait des gens, quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment on les accompagne pour faire autre chose ? Si on peut faire autre chose. Et comment on présente la chose, quoi ? Ne serait-ce qu'à ses actionnaires et puis aux clients aussi. S'il y a des sujets sur lesquels on ne veut pas répondre, on dit non, on ne vous répond pas parce que ce que tu veux construire, ça sert juste à rien, juste à flatter ton ego, la plupart du temps. Hein. Beaucoup de tours qui sont construits dans le monde, ou de stades, ou d'infrastructures, c'est juste pour flatter l'ego du gars qui décide, quoi. Faut le savoir, on en connaît plein. Et ça nous a nourris pendant des années quand même. Ça nous a nourris au sens matériel, mais pas du tout au sens immatériel. Hein. Sauf qu'on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, de toute manière, soit on continue dans le déni, qui concerne 99% des gens et des dirigeants, et je pense que cette histoire va s'arrêter assez vite, parce que là, maintenant, on est dans la décennie où soit on bascule, soit on trépasse, parce qu'on est quand même pas loin de la porte du chaos, hein. On est déjà à 1,2 degré de réchauffement moyenne, on sait qu'il y a un certain nombre de tipping points à partir de 1,5 degré, où on entrera dans des phénomènes irréversibles qui vont nous conduire à la catastrophe. Je pense que on y va tout droit de toute manière. Et donc la question qu'il va falloir qu'on se pose dans les mois qui viennent, c'est quelle est l'entreprise qui va commencer à appuyer sur le bouton stop, quoi, et qui va expliquer à ses actionnaires, oui, on va diviser le dividende par 2, oui, on va baisser le chiffre d'affaires, oui, on va baisser les salaires. Oui, parce qu'on va baisser les salaires, oui, vous allez voir. Vos enfants gagneront moins que vous, puis vos petits-enfants encore moins que vous, pour tout un tas de raisons.
Et ça, pour l'instant, personne n'a le courage politique de le lire, et pourtant c'est ça qui va se passer. Donc, au-delà de toute cette sémantique sympathique, moi je trouve ça très bien, c'est que maintenant, ce que je dis partout, c'est qu'il faut arrêter de mentir. Alors, Fabrice, je ne peux pas te donner tort. Non. Non, ça marchera pas. Ça serait surprenant de moi. Mais là, j'ai envie quand même de rester dans mon rôle. Moi, assigné un rôle très précis. Donc moi, je suis très scolaire. Je suis là, on me pose. Le renoncement, j'aimerais bien que tu donnes des illustrations, même si c'est un début, c'est une amorce. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un exemple? Alors, ça fait une pléthore d'exemples, mais voilà. Est-ce que pour montrer que l'agir est en route, est-ce que tu aurais une idée, un exemple à partager? J'ai pas d'exemple dans le sens où on ne l'a pas fait. Par contre, des idées, oui, j'en ai. Ça, j'en manque pas. Donc c'est la résistance. Donc en fait, il y a pour l'instant, résistance. Mais il y a une inertie extraordinaire. Une inertie extraordinaire. Alors, on avait failli dire non à la 5G, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça ne s'est pas fait. Mais Martin avait dit, bah non. Il avait déjà dit non aussi à l'UMTS il y a quelques années pour des raisons essentiellement financières. Et puis là, pour le coup, on a tenu. Maintenant, on a bien vu que certains projets en France d'aéroports à côté de Nantes, oui, bon, on a bien fait de ne pas y aller là. Et puis on voit bien qu'il y a tout un tas d'infrastructures aujourd'hui, en tout cas en France, qu'il va falloir se poser la question plusieurs fois avant de répondre. Oui, tout à fait. Parce que là, l'effet ZAD, ça peut être redoutable. Alors, les entreprises d'ailleurs ont progressé sur le sujet de l'éthique. Parce que la régulation fait que aujourd'hui, quand tu te fais prendre les mains dans la confiture sur les ententes, la corruption, comme c'est sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe, là, il y a plus trop d'ambiguïté dans le discours des dirigeants sur ce sujet, et c'est bien, je trouve que c'est très bien. Et donc là, pour le coup, là, il y a des vraies règles qui ont été données de dire, bon, ça, on ne fait plus. On fait plus, Parce que ça touche au matériel et pas à la réputation aussi qui est immatérielle. Eh ben voilà. Il y a de doubles dégâts. Ouais. Absolument. Et ça, la réputation, c'est vraiment l'image. C'est un actif immatériel très important des entreprises. Et une entreprise qui se retrouve engluée dans un scandale de corruption, on l'a bien vu pour Orpea, on l'a vu pour je ne sais plus quelle, la viande Spanghero, là. Les entreprises mettent longtemps à s'en remettre, souvent d'ailleurs à s'en remettre pas. Pour Orpea, je pense que la messe est dite. Ça va être compliqué. Et alors ça, je pense que dans les entreprises, notamment dans le grand groupe coté, là, les règles du jeu, et puis les collaborateurs qui s'amuseraient à continuer des pratiques qui n'ont plus lieu d'être, s'exposent à des sanctions qui sont extrêmement sévères. Maintenant, on arrive à l'heure de l'objet même de l'entreprise, de sa raison sociale, au sens de ce qu'on fabrique. Et ce qu'on fabrique est essentiel ou non essentiel? Parce que c'est la seule question qu'il faut se poser. Exactement. Donc, est-ce que je fabrique, l'objet que je fabrique, est-ce que la prestation que j'offre, je vends, est-ce qu'elle répond à la fois aux besoins du client, mais aussi au bien commun? Alors, ça me permet de faire la transition sur... parce que je disais justement que les deux entreprises, que ce soit Harmonie Mutuelle et Apicil, en fait, on voit que c'est plutôt les good guys. Enfin, si je fais court. Ouais. Ouais. Mais c'est plutôt du bon côté, dans la mesure où ça renforce les communs. Je veux dire par là... Non, mais je termine juste. Et après, de toute façon, tu n'auras plus la parole tout de suite. Je veux dire que ça... Non, mais c'est intéressant comme parce que on peut tout à fait être responsable sans être le moins du monde utile. Ben, bien sûr. On peut tout à fait être utile sans être le moins du monde responsable. Absolument. Donc là, est-ce qu'on est à l'heure où il faut être responsable, tu as reprécisé des règles d'éthique, etc., montrer qu'on est fréquentable, et donc on peut s'aligner dans un appel d'offres, et on peut s'interfacer dans une chaîne de valeur, voilà. Donc ça, c'est ce que fait Ecovadis, ou voilà, de montrer qu'on donne des gages, mais ça ne dit rien de ton utilité, et même de ta capacité, quand tu parlais de se resynchroniser aux limites planétaires, aux fondations sociales, de renforcer les communs. Donc on peut dire, quand je vois Harmonie Mutuelle ou Apicil, on peut dire que peut-être qu'ils ne font pas les choses de façon parfaite, qu'il y a des inerties propres aussi à la gestion paritaire, et ça je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal. Mais c'est quand même pour asseoir des acquis sociaux ou défendre alors, des communs comme la santé, comme diminuer des risques, faire passer des messages de prévention, et avoir une certaine tranquillité aussi. Quand on a travaillé toute sa vie, on sait qu'après,
il y a une forme d'accompagnement, comme vous le dites, ou une forme de... Après, on va toucher une retraite pour laquelle on a contribué toute sa vie. Mais quand on est dans une entreprise pour laquelle, finalement, ça peut basculer aussi bien du... Quelle est l'utilité d'une entreprise comme la tienne, ou l'utilité d'une entreprise qui fait des aspirateurs, ou l'utilité d'une entreprise qui fait des sodas gazeux, de couleur brune? Ouais. Ça, c'est des sujets qui sont essentiellement... qui définit l'utilité. Et donc, justement, c'est à partir du moment où on ne le norme pas, où on ne le codifie pas, et là, ce qui peut être utile pour moi n'est pas forcément pour toi, etc. C'est les parties prenantes qui doivent nous le dire. Voilà. Donc, est-ce que, pour terminer, avant qu'il y ait des questions, est-ce que brièvement, vous pourriez dire un mot par rapport à cette notion d'utilité et de commun? Comment vous renforcez, mais vraiment au sens, vous y allez, l'heure est grave, on l'a entendu, donc on n'y va pas à... De toute façon, si on ne l'a pas entendu, c'est qu'on est sourd. Hein. Oui, il y en a. Je pense que... Allez-y. Je pense qu'aujourd'hui, on a conscience que pour pouvoir agir sur la santé, puisque c'était notre rôle au début. Je pense qu'au début, les mutuelles ont permis effectivement à tout le monde de pouvoir accéder à la santé puisqu'on remboursait les soins. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le seul sujet, qu'il y a plein d'autres sujets à adresser qui sont beaucoup plus complexes. C'est modifier ses modes de vie avec l'élévation de la température, on va avoir des sujets nouveaux qui vont apparaître, etc. On ne peut vraisemblablement pas les adresser seuls. Donc, Harmonie, c'est 4,6 millions de personnes protégées. Donc, c'est pour ça qu'on avait créé le groupe. Au niveau du groupe Vive, c'est 11 millions. Et même avec 11 millions, parfois, ce n'est pas assez gros pour pouvoir adresser certains sujets. Donc, on a beaucoup de sujets en partenariat, par exemple, avec Malakoff Humanis. Et là, ça fait 20 millions. Quand on travaille au niveau de 20 millions, c'est vrai qu'on peut échanger avec le gouvernement et on peut essayer de faire bouger les lignes. Voilà. Donc, de toute façon, on ne peut plus travailler seul. Et puis, tout à l'heure, ça a été dit aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'innover sur plein de choses. On ne peut pas innover des gros groupes comme nous, etc. Ils n'ont pas forcément les compétences en interne pour faire toutes les innovations. Donc, on a des gens chez nous qui organisent et qui coordonnent les innovations, mais qui sont faites plutôt par des start-up à l'extérieur. Et puis, la santé elle-même, la façon d'appréhender la santé a beaucoup bougé. Et donc, il faut qu'on comprenne quels sont ce qui bouge, typiquement la façon de traiter le cancer, les chimiothérapies, etc. Il y a maintenant la médecine cellulaire. C'est une autre approche, ça n'a rien à voir. Donc, comment on appréhende tout ça? Nous, on a choisi d'avoir une part de notre investissement que l'on met dans des poches à travers des fonds d'investissement sur des entreprises de la technosanté. Donc le besoin de comprendre comment le monde bouge autour de nous et le besoin de s'associer à d'autres pour pouvoir avoir suffisamment d'impact. Damien, alors, par rapport à ça. Je vous ai gentiment houspillé sur la gestion paritaire à l'inertie. Oui, mais je vais y venir, typiquement. Juste par rapport à ce que vous exprimiez sur l'utilité, la responsabilité et la question très intéressante que vous posez de dire à quoi vous renoncez. Et nous, typiquement, on se pose cette question-là. Finalement, on se dit, et on agit sur des choses qui, a priori, sont utiles. Et la question se pose, alors, dans la partie santé de notre activité, de dire, mais est-ce que c'est normal qu'on rembourse la chambre particulière en hôpital, les dépassements d'honoraires à 200, 400, 500%, ouais, mais c'est une interrogation qui est loin d'être facile, parce que si on renonce à ça, finalement, on renonce quasiment à la partie assurable, le reste, c'est la sécu, en dehors des dents et des lunettes. C'est-à-dire qu'on sort, on sort de notre métier, quoi. Enfin, il faut vraiment réfléchir. Et voilà. Bon, à vous écouter, je me dis, il faut vraiment qu'on aille plus loin dans ce renoncement pour cette cohérence. Mais ça va secouer, quoi. L'autre, pour revenir à votre question sur les parties prenantes, et c'est là où je fais le lien avec la gestion paritaire, c'est vrai qu'on est parti, nous, dans le fait de dire notre conseil d'administration, c'est nos clients, c'est en représentant des dirigeants d'entreprise et des salariés, ceux qui bénéficient des services. Donc finalement, nos parties prenantes, on les connaît par cœur, elles sont avec nous tous les jours, et c'est elles qui nous guident pour savoir ce qu'on va faire. Et très clairement, oui, aujourd'hui, quand on regarde le sujet, on se rend compte qu'on n'est plus du tout assez ouvert, ça limite l'ouverture, mais c'est pas facile d'aller les interpeller là-dessus, parce qu'ils se sentent légitimes pour dire ce qu'on doit faire. Donc là, c'est voilà, on doit interpeller aussi notre gouvernance. Ça, c'est important. Et si je reviens peut-être en 2 mots sur le sujet sociétal, qu'est-ce qu'on veut apporter à la société et pourquoi? La conviction qu'on a, c'est qu'on est dans une société où finalement l'inclusion est de plus en plus compliquée, les acteurs sont de plus en plus délégitimés, que ce soit l'État, même les associations, sur ce sujet de l'inclusion et de la diversité notamment, et finalement l'entreprise est un lieu
Et peut-être un des derniers lieux où on rencontre la diversité. On va tous dans des écoles où les gens sont comme nous, on habite des quartiers où les gens sont comme nous, on va par définition sur des réseaux sociaux où les gens sont comme nous, et finalement on a de moins en moins l'occasion de croiser cette diversité. Si ce n'est... J'arrête avec le micro. En fait, il vous coupe, donc c'est moi qui suis... Je finis en 2 secondes, si ce n'est dans les entreprises, où finalement on ne choisit pas les gens avec qui on travaille, et donc expérimenter, faire en sorte qu'au maximum dans les entreprises on expérimente cette diversité, c'est travailler pour l'inclusion dans la société, et en fait limiter les communautarismes, et donc permettre la survie des systèmes de solidarité qui nous font vivre. Nous, on est là pour mettre en œuvre ces systèmes de solidarité, et s'ils disparaissent à cause d'une évolution de la société, bon, on disparaît aussi. Ouais, c'est vrai que ça... Fabrice, le mot quasiment... le mot de la fin avant de passer la parole à la salle. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Rien. Je me sens pas véritablement coupable, mais... non, mais on va vivre des moments formidables, là, parce que comme il faut arrêter de faire semblant, hein, on va bien voir ceux qui sont sincères et ceux qui vont vouloir continuer de jouer la comédie. Comment on fait quand on est dans la concurrence jusqu'au cou? Là, c'est une bonne question. Moi, la question que je me pose aussi sur la concurrence, c'est que le défi il est tellement énorme, sans passer dans des systèmes d'entente, je pense qu'on aura besoin d'approches sectorielles. Et donc, je vois ce qui s'est passé dans le rail, par exemple, avec le mouvement qu'ils ont fait sur Responsible, là, d'agréger tous les acteurs du rail, en se disant, bon, certes, on se fait concurrence sur un certain nombre de domaines, mais il y a des trucs, on a quand même intérêt à chasser en meute, parce que on n'a pas trop d'intérêt sur les histoires de décarbonation, on a intérêt à travailler en commun. Moi, j'ai envie de lancer ça dans certains secteurs d'activité du groupe, pour dire, bon, on va aller voir Vinci, Eiffage, dire, ouais, bon, on va coopérer, quoi, parce que tout le monde va y gagner dans cette histoire. Vous, nous, etc. Et je pense que autant c'était impossible d'imaginer ça il y a encore 5-10 ans, là, ça va commencer à devenir possible. C'est un peu ce que disait madame, hein, d'ailleurs. Hein. Et je suis complètement d'accord avec vous. Alors, bien sûr, il faut bien fixer les règles. Il faut certainement peut-être se faire accompagner d'avocats, de juristes, parce qu'il faut faire ça correctement. Mais le temps est venu, je pense, maintenant, sur ces grands défis planétaires qui s'imposent à nous, d'avoir des réponses qui sortent de l'homéopathie, excusez-moi, mais qu'on aille sur des systèmes naturels, mais pas à base de billes de sucre, voilà. Bien. Donc, non, mais très bien. Donc en fait, vous avez quand même tous exprimé, passer de la raison d'être à la raison d'agir, ça demande quand même une bonne dose de courage. Ça revisite les codes en matière de gouvernance, la vision qu'on a d'ailleurs de la coopération avec ses parties prenantes, voire avec ses concurrents. Oui. Et puis ce que j'entends, c'est que toi, vraiment celui qui pourrait être en plein milieu de la concurrence, ça peut être extrêmement compliqué et drastique, mais c'est des questions aussi qui se posent à vous de la façon tout aussi existentielle. C'est-à-dire que les évolutions vont arriver tellement vite que votre capacité à agir, en vous synchronisant aux attentes des parties prenantes et aux limites planétaires, sachant qu'il y en a qui sont plus exposés que d'autres aux limites planétaires. Est-ce que, après cette formidable table ronde, il y a des questions? Je vous en prie. Oui, bonjour, je suis Alexandre Josse de la Fabrique Spinoza. J'ai trouvé ce débat absolument fascinant. Je voudrais juste livrer une conviction sur cette opposition entre les biens communs et les méchants. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la commission à Tali 2 sur l'économie positive, qui s'est dit à un moment, on va essayer de qualifier les activités utiles et celles inutiles. On en est arrivé à la conclusion que c'était, hors quelques cas extrêmes, flash trading, production de cigarettes, on n'y arrivait pas. Et pour prendre une image, on pourrait dire les informaticiens sont moins utiles que ceux qui fabriquent du lait pour enfants, que sais-je. Mais en fait, si on prend l'image de l'entreprise, il y a certaines de ces fonctions qui sont internalisées. On ne va pas dans l'entreprise commencer à dire lui il n'est pas utile parce qu'il est informaticien. En fait, il pourrait être externe ou interne à l'entreprise, il aide à la production d'un bien qui lui est utile. Donc je ne crois pas à cette distinction-là qui est schématique. Et du coup, ça m'amène à dire que lorsque vous vous interrogez est-ce que c'est responsabilité ou finalement être du bon côté qui compte, ça me fait penser à ce fameux why, what, how. Et en fait, vous opposez finalement le how, le comment, et vous interrogez un peu les deux côtés. Ce qui compte, c'est pas tant le what, mais c'est le how et le why. Et finalement, est-ce que produire des maisons, c'est utile ou pas? C'est le what, les maisons. En revanche, on peut se dire, est-ce qu'on le fait pour une certaine raison d'être,
donc le why. Est-ce que je le fais de telle sorte à favoriser le bien commun, éviter que la planète aille mal? Donc là, vous définissez le why. Et Simon, c'est quoi son nom? Simon Sinek. Sinek, il dit que c'est le why qui détermine le how. Donc si ma raison d'être, c'est que produire, c'est in fine que les gens aillent bien ensemble et que la planète se porte bien, eh bien vous avez déterminé que pour le what qui est produire des bâtiments, eh bien on s'assure qu'ils soient toujours utilisés, qu'ils aient une empreinte écologique qui soit faible. Et donc, vous déterminez le how. Et pour conclure, finalement, dans la chaîne de Simon Sinek, il dit qu'on passe d'abord du why, et c'est le why qui détermine le how. Et en dernier lieu, on peut reconsidérer le what. Et finalement, ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a un besoin dans la hiérarchie qui est d'abord ce que je vis de supérieur, le why. Dans un deuxième temps, si je le fais de manière responsable, et qu'en dernier lieu, ça implique des conséquences sur mon offre qui est le what. Et je le hiérarchiserai de cette manière-là. Alors, je dirais juste une chose, c'est que la raison d'être, on partait de la raison d'être, donc du why. La raison d'être, c'est le why. Donc, comment on passe du why au AO et what, c'était un peu, si je fais, excusez-moi, hein, de la raison d'être à la raison d'agir. Mais il y a des raisons d'être qui sont tellement conceptuelles, absconses et complètement, on va dire, déconnectées de la réalité qui est perçue par les parties prenantes. Alors, je suis d'accord avec vous sur qu'il y a très peu, finalement, d'activités qui ne seraient pas utiles. D'abord, quel est le maître étalon de l'utilité? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Mais il y en a, franchement, on peut quand même se poser la question, est-ce que ça participe au commun ou pas? Voilà, est-ce que ça renforce ou pas des communs? Mais je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas revenue sur le why, parce que toutes ces entreprises ont déjà des raisons d'être. Effectivement, au commencement est la raison d'être, mais quand cette raison d'être ne s'inscrit pas dans l'action, donc ne délivre pas ce comment et ce pourquoi, et ce pardon, et ce quoi, merci. Et c'est souvent là qu'on se perd, parce que problème de friction, problème de principe de réalité, problème d'allocation de ressources, problème de concurrence. Donc même si on a les meilleures intentions du monde, quand on définit sa raison d'être, on s'aperçoit qu'il y a des lignes de tension et des frictions qui sont absolument énormes, et que pour certains groupes, c'est plus compliqué que pour d'autres. Non mais pour le dire autrement, hein, on peut faire mal quelque chose qui est très très essentiel, puis on peut faire bien quelque chose qui est essentiel. Pour faire simple. Hein. Mais les limites planétaires nous disent qu'aujourd'hui, quand on parle de renoncement, moi je peux vous faire la liste de tout un tas de trucs, que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on s'en passe. Donc on le remplace par quoi? On doit le remplacer par des choses plus immatérielles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a promis le bonheur par le matériel, et demain, il va falloir qu'on le promette par l'immatériel. Et donc, il y a tout un tas de business. Aujourd'hui, c'est Aurélien Barraud qui dit que est-ce qu'une voiture de 2 tonnes avec 400 kg de batterie, est-ce qu'on peut considérer que cette voiture est écologique et participe au bien commun? Bah non, c'est pas bien. Certes, c'est peut-être bas carbone quand ça roule, mais en coût carbone complet, c'est pas bas carbone du tout. Donc, on peut réinterroger en fait l'ensemble des livrables des entreprises à l'aune d'une lecture sur les limites physiques et puis sur l'utilité sociale. L'utilité sociale, c'est aussi, et sur le problème des inégalités sociales, parce que qui peut utiliser ça par rapport à ceux qui ne peuvent pas l'utiliser. Et notamment la consommation des ressources par quelques-uns, c'est-à-dire nous les nantis, on va piller les ressources partout sur la planète pour maintenir nos niveaux de vie à nous. On va poser d'autres questions à la salle. Mais c'est bien ce que je dis, non? C'est très bien ce que je dis. Non, mais c'est vraiment bien en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, une autre question, il faut que je respecte l'horaire. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Alors, je ne vais pas revenir sur le cartel du BTP à raison de ressources mondiales. Les clients dans tout ça, les clients vous poussent, ou c'est finalement vous qui, à l'intérieur des entreprises, travaillez sur plein de trucs, en espérant que les clients adhèrent, ou alors ils veulent juste le prix? Ah, on revient sur le plancher des vaches, c'est bien. Sur la démarche, par exemple, nous, au sein d'Harmonic, quand on a mené la démarche, alors vous l'avez compris, la mutuelle, c'est un mode de gouvernance un peu particulier, donc on a les adhérents dans la gouvernance, mais enfin pas tous les clients. Donc on a commencé par regarder dans le rétroviseur pour s'assurer, pour pas oublier quand même tous les engagements qui avaient été pris par le passé. Et après, on a fait une grande consultation qu'avec des questions ouvertes, en posant en fait à tous nos clients. C'est moi. Merci. On a une grande concertation, question ouverte à tous nos clients, tous nos salariés, les délégués bénévoles évidemment, mais également nos fournisseurs et d'autres parties prenantes avec qui on intervient, les ARS, etc. Et on a eu 18 000 personnes qui nous ont répondu, 340 000 contributions, c'est-à-dire une contribution, c'était une réponse à une question ouverte.
Et c'est à partir de ça, donc on a été obligé de se faire aider parce qu'une fois qu'il avait fallu, c'était un peu long. Donc on s'est fait un peu aider pour un peu organiser tous ces retours et on a construit nos objectifs et nos engagements à partir de ces retours. Donc on les a mis dans la moulinette, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure, maintenant on doit co-construire. Donc on a mis des observateurs adhérents. Enfin, on remet le client un peu au centre, mais on n'oublie pas les salariés parce que moi je pense que dans les parties prenantes, on avait un peu dans nos modes mutualistes mis un peu à l'écart la partie prenante salariée qui est très importante. Et on a souvent dit client first, après ça on a dit mais salarié first, etc. Moi je pense que c'est les deux first. Nos clients, alors nos salariés en fait. Si, en fait, nos salariés, il se trouve qu'ils sont clients parce qu'on est sur une mutuelle, mais bon, mais ils sont pas clients de tous nos services quand même. Voilà. Rapidement, peut-être Damien. Oui, très rapidement. Alors, c'est un peu la même logique, alors moins ambitieuse, mais effectivement, la raison d'être, on a été la présenter à nos clients en leur disant, finalement, pour que j'incarne mieux à tes yeux cette raison d'être, par une relation proche, attentionner, soutenir toute la vie, qu'est-ce qu'il faut que je t'apporte comme produit et service et comme mode d'interaction, d'interrelation avec toi pour que tu me reconnaisses dans la raison d'être qui est la mienne. Donc on va aller chercher là-dessus. Aujourd'hui, sur cet aspect responsable, je ne vais pas dire que nos clients disent il faut que tu sois responsable. En revanche, il y a un point qui est très intéressant, c'est que ça crée des relations complètement différentes avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va parler responsabilité, on va avoir des échanges un peu comme on les a eu aujourd'hui avec des grandes entreprises. Enfin, moi, je vais régulièrement, même dans des comex de nos clients, discuter et échanger sur cette RSE, enfin sur ce sujet sociétal. J'enlève le RSE, sur les problèmes environnementaux. Voilà. Donc on crée des relations différentes avec nos clients. Le mot de la fin, Fabrice, très court. Il y a 50 clients en fait. Le niveau de maturité est tellement différent, c'est complètement dingue. Surtout dans une grande entreprise comme nous, on vend de tout. Donc c'est difficile d'avoir une approche homogène. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de clients, publics et un petit peu privés, ou plutôt privés et un petit peu publics, c'est ça qui est dommage d'ailleurs, commencent maintenant à intégrer dans leur spécifications, des données sur l'insertion, sur le handicap, que ce soit d'ailleurs réglementaire, ils vont souvent au-delà de ce que réclame la loi. Et puis au niveau environnemental, on sent que la pression monte, parce qu'eux-mêmes doivent rendre des comptes à leur propre partie prenante, ne serait-ce que pour récupérer aujourd'hui, pour que des clients nous délivrent des permis de construire, enfin plutôt des terrains, on a intérêt à bien expliquer que ce qu'on va mettre dessus, c'est net zéro carbone, on va renforcer la biodiversité, autant de critères qu'il y a 2 ans, mais tout le monde s'en foutait à un point que vous imaginiez même pas, quoi. Donc c'est sûr que si on y va avec les mêmes modèles constructifs que du monde d'avant, on n'obtient pas l'autorisation. Donc là-dessus, ça se renforce. Il était temps, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Je propose qu'on en reste là pour qu'on tienne l'horaire. Et si vous avez encore des questions passionnantes, philosophiques ou managériales, dehors. C'est ça ?